Donc, premier petit point, une petite mise en garde. Les chiffres que je présente en général aujourd'hui sont de 2020 et j'ai présenté cette diapo ici tout simplement pour vous mettre en garde sur l'effet COVID. Là. Si vous regardez la bande grise à droite, là, vous voyez que toutes les tendances ont presque ont changé en 2020 à cause de la COVID. Donc, si jamais vous voulez utiliser des chiffres, soyez conscient que c'est des chiffres qui sont un peu différents des années précédentes, un peu différents de la tendance, mais qui reflètent quand même justement la situation. Donc, énergie et réchauffement climatique, dans le monde, les combustibles fossiles fournissent plus ou moins 80% de l'énergie et plus ou moins 80% des émissions de gaz à effet de serre de sources anthropiques proviennent de ces combustibles fossiles. Ils sont la cause principale du réchauffement climatique. Je pense que je vous apprends bien, mais le 80%, il faut en retenir. Au Québec, c'est différent à cause de l'hydroélectricité, mais quand même, les combustibles fossiles fournissent 53% de l'énergie primaire. On voit que le pétrole domine. Le gaz naturel n'est pas non plus. On parle d'énergie primaire, l'énergie finale, la contribution est un peu plus faible parce que les fossiles sont moins efficaces que l'électricité. Excusez-moi, j'ai reculé au lieu d'avancer. Ici, vous avez la représentation visuelle. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de consulter l'état de l'énergie au Québec, je vous le recommande vraiment fortement. Là, vous trouvez toutes ces informations-là là-dedans. Donc, ici, c'est les mêmes chiffres que je viens de vous donner pour la contribution des énergies fossiles et des autres sources d'énergie au portefeuille énergétique du Québec. Une chose intéressante à noter, c'est qu'à la fin, quand on regarde l'efficacité du système, 50% de l'énergie se transforme en service utile, 50% est perdu. Quand on parle de service utile, c'est avant le gaspillage, c'est avant qu'on traîne pendant des heures dans nos voitures en auto solo avec le moteur qui tourne. Là, ça, c'est pas compté là-dedans. C'est vraiment avant. Donc, on ne peut jamais atteindre 100%, mais on pourrait faire beaucoup mieux que 50% d'énergie utile. Énergie, réchauffement climatique. Au Québec, les combustibles fossiles, on dit le système énergétique, mais en fait, c'est uniquement les combustibles fossiles sont responsables d'environ 70% des émissions de gaz à effet de serre. Le pétrole contribue pour 39% du total, le gaz naturel pour 15% et le charbon 0,09. Vous avez le même genre de représentation ici. Vous pouvez voir que toutes les énergies fossiles, que toutes les contributions du système énergétique finalement viennent des énergies fossiles. Et les autres contributions, ben, ça vient des procédés industriels, de l'agriculture et des déchets. Si on regarde la consommation, on dit souvent que les Québécois consomment beaucoup d'énergie. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se demande toujours qu'est-ce qui vient de l'industrie finalement, parce qu'on a attiré beaucoup d'industries énergivores. Alors, premièrement, oui, le Québec consomme énormément, il y a seulement très, très petits pays qui consomment plus, mais c'est pas significatif. Mais parmi les grandes nations, il y a seulement les États-Unis et le Canada qui consomment plus que le Québec. Et si on regarde la contribution de l'industrie, c'est la partie en gris, c'est vrai que c'est beaucoup, mais quand même, on est des gros consommateurs. Si vous regardez les bleus marins, on est des gros consommateurs dans le résidentiel et dans le transport, qui est consommation commerciale, etc. Donc, oui, on est des très gros consommateurs d'énergie à tous égards. Ici, si on veut le regarder, si vous regardez le cercle de droite, là, parce que la gauche, c'est une autre représentation de ce qu'on a déjà vu, on peut voir que l'industrie consomme 34% de l'énergie au Québec, le transport 24%, tout ce qui est bâtiment, donc commercial, institutionnel, résidentiel, ça fait 35% au total. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête. Les événements récents, je les ai laissés parce que j'avais déjà monté cette présentation-là. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais ça illustre ce qui s'est passé quand même. Il se passe vraiment beaucoup de choses.
le coup d'envoi qui arrive dans la campagne électorale à l'automne, quand François Legault a commencé à répéter qu'il va nous falloir bâtir un demi-Hydro-Québec de plus dans les prochaines années et a ramené les barrages électriques, hydroélectriques dans l'actualité. Ensuite, la nomination de Carl Fitzgibbon est un fait saillant qu'il faut garder à l'esprit. En novembre, lors du discours très solennel d'ouverture, M. Legault a promis un vrai débat de société sur l'avenir énergétique du Québec. Aussi, bon, il y a eu un mouvement assez important dans la population, entre autres 101 organisations qui ont signé une lettre pour demander un BAP générique. D'autres ont demandé des consultations larges de différentes formes. Il y a vraiment une soif de participation à ce débat-là. Mais ce qui a été annoncé, vous le savez probablement, c'est quelque chose de très restreint. Au mois de le 15 mai. Là, récemment, il y a eu une consultation d'experts. On nous dit que des communautés autochtones sont consultées, on ne sait pas comment. Et il y a une consultation générale en ligne qui a été lancée hier, en fait. C'est sorti hier en fin de journée, comme d'habitude, en début d'été, vendredi soir. Et je vous encourage fortement à ne pas contribuer, de ne pas répondre au questionnaire, mais à plutôt envoyer des mémoires si c'est possible. On va travailler là-dessus. On va en parler plus tard, j'imagine. Mais il y a vraiment beaucoup de pièges dans cette consultation-là. Et ce qui est attendu à l'automne, c'est un projet de loi sur l'encadrement et le développement des énergies propres. Donc, c'est vraiment pas sur l'avenir énergétique du Québec, c'est sur un volet très précis, le développement d'offres des énergies dites propres. Et ça passe par des modifications aux lois sur Hydro-Québec, sur la régie de l'énergie, et ça va être suivi de consultations particulières, donc même pas une commission parlementaire complète. Là, je vais passer encore beaucoup plus vite, là, mais il y a beaucoup d'événements récents qui concernent Hydro-Québec, plan stratégique avec le fameux 100 TWh qu'il faudrait construire juste pour décarboner d'émissions de Sophie Brochu. Et je vous amène tout de suite à cette semaine avec la nomination de Michael Sabia comme PDG d'Hydro-Québec. Si on pense aux 300 TWh supplémentaires, juste pour vous donner des ordres de grandeur, c'est des hypothèses ici, mais Hydro-Québec actuellement, c'est-à-dire la consommation d'électricité au Québec actuellement, c'est plus ou moins 200 TWh. Alors, Hydro-Québec s'en prend 100 de plus pour décarboner. Dunsky, qui a produit le rapport sur lequel le gouvernement du Québec s'appuie beaucoup, dit 137 à 148. Donc, où est-ce que c'est supposé aller, ces TWh-là? On dit, ici, c'est des hypothèses éclairées, mais quand même, il ne faut pas prendre ça à la lettre, que pour convertir le parc automobile, ça prendrait à l'électricité, on parle de 19 ou 20 TWh. Ces transports de marchandises étaient entièrement électriques et ça ne sera pas, ce n'est pas dans les plans comme tel, mais ça sera à peu près l'équivalent. L'industrie, avec un scénario plausible, nous amène à 40 TWh et les bâtiments aussi 36-37 TWh. Donc, c'est ça qui nous amène à notre total ici. Dunsky, eux, l'expriment très simplement. Ils disent qu'il s'en prend un tiers pour l'industrie, un tiers pour le transport, puis un tiers pour le bâtiment, pour décarboner. Et ça, c'est avant les nouvelles entreprises que M. Fitzgibbon veut accueillir. Hein. Il se passe aussi beaucoup de choses côté du gaz. Et c'est écrit gaz, là, mais c'est aussi hydrogène vert, c'est les gaz de sources renouvelables. Là. Je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue parce qu'il y a énormément d'argent et d'énergie qui sont mises là-dedans de la part du gouvernement. Donc, il y a eu la stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030, qui a des beaux principes, mais des applications très douteuses. Je vais passer parce que je vais dépasser mon 10 minutes, c'est sûr. Mais vous savez probablement, seulement une petite chose, là, vous connaissez probablement la coalition Sortons le gaz qui a fait plusieurs bons coups depuis quelques temps et qui chauffe vraiment les fesses, si on peut dire, à énergie.
Et il faut parler des mines aussi parce que l'électrification ne se fait pas seulement avec l'offre d'énergie, mais elle se fait en électrifiant les bidules, à commencer par les véhicules, le transport. Donc, vous avez dû entendre parler sûrement du boom de claims miniers au Québec depuis quelque temps et du fait que, bon, il y a eu une consultation qui s'est terminée récemment. Ça annonce pas bien ce que j'ai pu en savoir, malgré que c'est tout récent, là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça ressemble beaucoup comme problématique à, à la saga des gaz de schiste. C'est la même logique. C'est une industrie qui a des pouvoirs démesurés par rapport au palier municipal, par rapport à la population et tout. Et je pense que la ministre voudrait bien elle s'est même engagée un peu à corriger ce régime-là, mais c'est vraiment pas gagné actuellement. Donc, si on veut regarder les enjeux, comme je vous ai dit, j'en ai choisi, il y aurait vraiment beaucoup de façons d'aborder ça, mais j'ai choisi quelques termes qui me paraissent plus fondamentaux. Euh, Premier enjeu dans la situation actuelle, on est devant une approche à la pièce qui est axée presque exclusivement sur l'augmentation de l'offre d'énergie renouvelable. Il n'y a pas d'autre chose, alors que euh, on estime beaucoup dans le mouvement que la baisse de la demande énergétique est nécessaire, que ce n'est pas réaliste de vouloir convertir aux énergies renouvelables tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait grâce aux énergies fossiles actuellement, en envoyant nos conséquences dans l'environnement. Et les raisons pour ça, il y en a d'autres même, mais j'en ai retenu trois. Il y a des enjeux matériels. 27 ans pour un projet pharaonique, là, augmenter de 50 à 65 la capacité de production d'électricité au Québec, ça ne semble pas réaliste. Il y a un enjeu majeur de disponibilité des matières premières, des goulots d'étranglement, des explosions de prix et de la concurrence internationale. Quand on parle de concurrence internationale, ça fait penser à des pays qui n'auraient pas envie d'exporter nécessairement leurs matières premières précieuses et que ça crée vraiment un problème d'offre. Mais ça soulève aussi l'enjeu de l'équité internationale parce que peut-être que des nations riches comme le Québec pourront s'offrir ce qu'il faut, mais d'autres régions du monde ne le pourraient pas dans un contexte comme ça. Ce qui est profondément injuste et ce qui compromet évidemment la possibilité de réussir la transition aussi. Des enjeux écologiques, là, quand on parle de... Ça ne se fera pas comme ça, c'est sûr, là, mais si on voulait euh, fournir toute cette électricité avec des barrages, il faudrait construire l'équivalent de 17 complexes comme la Romaine, qui est considéré comme un très gros projet. Donc, c'est des conséquences auxquelles qu'on ne peut pas envisager à ce moment-ci, alors que la biodiversité est en tellement mauvais état, les écosystèmes sont tellement fragilisés. Et les autres modes de production, évidemment, ont aussi des impacts écologiques importants. Les enjeux socio-humanitaires, ben, il y a tous les problèmes d'acceptabilité sociale. Le harnachement des nouvelles rivières, il y a sûrement des Québécois qui sont pour ça, mais il y en a plusieurs qui sont très mobilisés pour empêcher ce genre de choses à tout prix. Les projets de parcs éoliens, c'est beaucoup plus local à ce moment-là. Il y a de l'opposition citoyenne et des critiques du milieu agricole aussi qui sont très inquiets de cette invasion. La résistance au projet minier, ça s'organise d'une manière qui semble très forte et très efficace à ce moment-ci. Et malgré qu'il y a aussi, et ça, je ne sais pas si vous voyez dans la petite bulle bleue, là, des projets qui divisent. Au palier municipal, on peut voir qu'il y a des administrations municipales qui se pourlèchent un petit peu les babines en espérant les projets miniers aussi, parce qu'ils en espèrent des retombées. Donc, c'est problématique au niveau de la cohésion sociale. Et on sait qu'on importe aussi de ces matières-là et qu'on sait que les pratiques de l'industrie minière dans plusieurs pays sont vraiment honteuses et on ne voudrait pas, certainement pas accentuer ça.
Donc, la baisse de la demande d'énergie, pour les raisons que j'ai dites et d'autres, est nécessaire. Elle est possible en principe, scientifiquement. Et je vous ai mis ici, si vous ne connaissez pas Julia Steinberger et son équipe, c'est des gens qui ont contribué beaucoup, qui font des recherches approfondies sur les possibilités de baisse de consommation d'énergie à l'échelle mondiale et les répercussions sur le climat. Euh, de ces baisses-là, elle a contribué beaucoup au dernier rapport du GIEC, qui démontre que, qui démontre, c'est pas exprimé exactement comme ça, il y a plusieurs scénarios illustratifs dans les derniers rapports sur les diminutions de GES, et le scénario qui est décrit par rapport à un des 5 scénarios nous montre qu'il est possible de fournir des conditions de vie décentes à tout le monde sur la Terre et en tenant compte d'une hausse de la population d'ici 2050 là, et de diminuer en même temps radicalement la consommation d'énergie totale dans le monde d'à peu près 50%, et ce, sans retourner à l'âge de pierre. Ça signifie évidemment que les gros consommateurs d'énergie et les gros émetteurs de GES ne maintiennent pas le même style de vie. C'est évident, mais on retourne globalement vraiment pas à l'âge de pierre. Donc, c'est une possibilité scientifique. J'ai mis le lien dans la présentation de cette présentation en particulier. Donc, ça vaut la peine de visionner ça. Et finalement, la baisse de la demande énergétique, bien, ça nous mène où on veut aller. Dans le sens que je vous parlais des trajectoires, là, dans celles qui sont présentées dans le dernier rapport du GIEC, c'est le scénario qui offre la meilleure probabilité de plafonnement à 1,5 degré sans dépassement temporaire, parce qu'il y en a qui peuvent le faire, mais ça dépasse pendant un bout, et sans capture et stockage du carbone. C'est le scénario le plus désirable, le plus réaliste, le plus prudent, et en même temps, ça améliore la justice énergétique. Donc, en somme, ce que ça dit tout ça, si on avale, c'est qu'un projet de transition fondé sur une croissance illimitée de l'offre énergétique renouvelable, ça nous mène à l'échec climatique. Et qui est possible de faire autrement en privilégiant la sobriété et l'efficacité. Si j'avais pu, j'aurais aimé vous parler juste de sobriété et d'efficacité, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais c'est un thème fort intéressant. Ensuite, 2 autres points, je pense, rapidement. Euh, L'aspect de la gouvernance du réseau électrique. L'enjeu là-dessus, que j'ai retenu, c'est le rôle du secteur privé par rapport à un morcellement de l'offre. On sait que François Legault et Pierre Fitzgibbon ont un parti pris pour laisser le développement de l'énergie éolienne au privé, et que c'est l'éolienne qui est privilégiée, là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie qui vont être développées, mais c'est beaucoup ça. Et ce que ça nous dit, c'est que même sans privatiser Hydro-Québec, la place d'Hydro-Québec dans l'offre d'électricité va reculer, parce que c'est mathématique. Là. Si Hydro-Québec produit 200 TWh, si on a des nouvelles infrastructures de 137 TWh et plus pour accueillir les nouvelles entreprises, ben et ce ne sera pas une autre entité, ça va être plein d'entités. Donc, on se retrouve avec une offre d'électricité morcelée comparativement à ce qu'on a actuellement, où il y a un petit peu d'éolien, mais ce n'est pas très significatif. Alors, là-dedans, il y a la participation du municipal, donc on fait un petit peu privé-municipal, ce qui est vraiment pas pareil. Mais ça, je sais qu'on va en parler tout à l'heure avec Normand, ça va être intéressant. C'est déjà très présent. On a vu récemment des ententes entre Desjardins et l'Alliance de l'énergie de l'Est, là, qui représente 209 communautés de territoire dans l'Est du Québec. Ils ont aussi obtenu des contrats d'Hydro-Québec. Alors ça soulève pour moi 3 pensées-y bien. C'est Hydro-Québec, ben c'est une société d'État. On peut contrôler jusqu'à un certain point ce qui se passe là-dedans.
quand on parle d'acteurs privés ou d'acteurs communautaires comme les municipalités, bien, il y a une motivation à stimuler la consommation plutôt que la sobriété et l'efficacité, vu que c'est le but visé, effectivement, d'en tirer des profits ou une résilience et tout ça, ce qui est bien. Mais bon. Un enjeu, pensez-y bien, c'est le recul du mouvement syndical. C'est à prendre en considération. Et l'uniformité des modalités. Quand on parle de ça, les gens du communautaire réagissent très fortement en disant Hydro-Québec, la nationalisation de l'électricité a permis d'avoir des modalités pour protéger les clientèles à faible revenu. Donc, c'est une grande inquiétude chez eux. Merci, Carole. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Là. Va falloir continuer. Malheureusement, les autres présentations, c'est très, très intéressant. Mais je suis sûr qu'on va continuer de parler un peu des mêmes thématiques. Là. Mais merci pour l'état des lieux et les perspectives. Puis je retiens particulièrement sobriété et efficacité. Je pense que c'est des thèmes sur lesquels on va revenir.